L'enregistrement. Ok, super. Alors, l'enregistrement est lancé. Euh, Première question, vous avez entendu correctement? Il n'y a pas de problème, il n'y a pas de problème de son, d'image, ni quoi que ce soit? Non, ça va bien. Ça va, super. Tout est bon. Tout est Ok. bon. Merci. Voilà, vous arrivez à voir la présentation, j'imagine aussi. Ouais, parfait. Ok, super. Bon, je vous remercie tout d'abord pour votre intérêt et votre participation avec nous aujourd'hui pendant ce mois sacré du Ramadan. Cet événement, c'est pour les musulmans comme pour les non-musulmans, mais juste on profite de ce mois sacré pour pouvoir partager le savoir-faire autant qu'Africain ou Maghrébin ou ce que vous voulez. Et bien sûr, on a pris l'habitude de faire ça. Malheureusement, on n'a pas su le bootcamp l'année dernière parce que on était un petit peu occupé, mais on l'avait fait l'année avant-dernière, c'était en 2023, 2022. On a raté 2024 et là maintenant, on est de retour en 2025. Et dans le menu, il y aurait beaucoup de sujets très intéressants, notamment comme aujourd'hui, on va parler un petit peu du serveur, du data center et autres. On va parler aussi, comme j'ai dit, demain, vous aurez un rendez-vous pour parler un petit peu de la virtualisation, les solutions Hyperconverged, vSAN et autres. Vous allez avoir une session aussi sur la sécurité, une session sur le cloud computing, une session sur les soft skills, comment pouvoir se brander sur LinkedIn et autres. Et bien sûr, nous aurons aussi euh, la présentation d'une personne, Emmanuela, qui va nous expliquer comment il a pu tout simplement les ressources nécessaires pour les jeunes afin de progresser dans leur carrière. Ils vont nous montrer, nous expliquer comment il a pu obtenir une bourse et pouvoir faire un master au Japon. Alors, comme j'ai dit, on essaie de partager un petit peu de tout. Du soft skills comme des solutions techniques. Et bien sûr, s'il y a une des personnes qui voudrait partager avec nous une expérience ou son savoir-faire, on est toujours open. Et bien sûr, vous pouvez me contacter afin qu'on puisse organiser une session. Pas forcément parce que pour ce Ramadan, parce que le programme est déjà ficelé, mais bien sûr, le partage n'est pas tout simplement ça ne concerne pas que le mois de Ramadan, mais on peut partager, bien sûr, tout au long de l'année. D'ailleurs, c'est la raison pour laquelle on a créé le groupe sur Facebook African IT Community. S'il y a une personne qui n'est pas enregistrée sur le groupe, bah, n'hésitez pas à s'enregistrer parce qu'il y aurait beaucoup de sessions qui vont venir même après le mois de Ramadan. Et si j'ai une demande en fait, à vous demander, tout simplement, c'est pouvoir partager ces formations, pouvoir partager le groupe avec d'autres personnes afin de permettre à d'autres personnes d'assister à ces types de webinaires, de séminaires ou de formations ou de workshops. Vous l'appelez comme vous voulez. Dans tous les cas, ce qui nous intéresse, c'est de pouvoir progresser ensemble et partager ensemble ce que nous savons faire et ce que nous faisons, et bien sûr pouvoir aider la jeune population à progresser. Voilà, ça c'est un petit peu par rapport en fait euh, par rapport à mon introduction. Aujourd'hui, on va parler du Modern Data Center. Pourquoi je parle du Modern Data Center? Dans ce cas-là, je me permettrai de me présenter pour les personnes. Je sais qu'il y a beaucoup de personnes dans le groupe maintenant qui me connaissent déjà. On a déjà travaillé ensemble et des personnes qui ont déjà assisté à des formations, à mes formations ou des formations qui étaient délivrées par Trini Forless. Bah, je m'appelle Nabil Boukouchi, je suis basé à Casablanca. Je suis ingénieur pre-sale dans les technologies data center, notamment tout ce qui est serveur, stockage, networking et software. J'ai une expérience quand même d'une vingtaine d'années dans le monde IT et je bosse actuellement dans une multinationale américaine ici à Casablanca autant qu'ingénieur pre-sales, comme vous dit. J'ai investi beaucoup de temps euh, pour l'apprentissage, pour pouvoir progresser, notamment, je peux dire que j'en ai une trentaine de certifications différentes dans différentes technologies comme la virtualisation, cloud, les serveurs, Network Plus, en fait. Même pour la formation, j'ai une certification qui s'appelle CTT Plus, si vous avez déjà entendu parler, qui concerne euh, la formation. C'est une certification délivrée par Contia aussi. Alors,
voilà, j'ai passé beaucoup de temps à apprendre et aussi à partager. Je suis passionné par la formation. La raison pour laquelle j'étais déjà formateur délivrant formation pour des professionnels comme des particuliers. Et là maintenant, bien sûr, mon travail officiel n'est pas formateur, mais je partage ma passion avec tout le monde et ça ne manquerait pas. À chaque fois, j'ai une opportunité de pouvoir délivrer quelques formations. Voilà. Ça, c'est un peu par rapport à moi. Sinon, aujourd'hui, comme j'ai dit, on va parler un petit peu du moderne data center, les data centers, comment ils sont actuellement, qu'est-ce qu'on a comme technologie sur les data centers. Bien sûr, je vous demanderai, s'il vous plaît, de tous vous mettre sur mute pour ne pas déranger les autres. Alors, s'il vous plaît, la personne, voilà, c'est bon. Alors, aujourd'hui, comme je dis, on parle du data center moderne, à quoi ça ressemble, c'est quoi un data center, et notamment, on va parler d'une partie du data center qui est la partie compute, la partie calcul, notamment, bien sûr, les serveurs. Voilà. Euh, c'est un sujet assez vague, hein. On va essayer de parler un petit peu, sinon, c'est besoin même d'une deuxième session. Je vais essayer d'organiser une autre session pour pouvoir continuer de parler parce qu'il y a beaucoup de choses à voir dans ce module-là. Alors, on démarre, comme j'ai dit, notre module. Je reviens juste sur mon PowerPoint. Un instant. Il est où? Voilà. Voilà, l'objectif de cette formation ou de ce workshop, c'est de comprendre c'est quoi un data center, comprendre l'infrastructure qu'on a à l'intérieur d'un data center, les différentes technologies qu'on a. Et bien sûr, on est dans une discussion open, ça veut dire que vous pouvez partager ou poser des questions ou donner des commentaires et même on pourrait chercher ensemble en fait des réponses si jamais. Bien sûr, on n'a pas la réponse parce que, comme vous le savez, un IT ne peut pas avoir toutes les réponses. Du coup, c'est un truc qu'on a l'habitude de faire et si besoin de chercher, on peut chercher aussi ensemble. Si vous avez des questions précises par rapport à une technologie dont j'ai pas peut-être la réponse. D'accord? Alors, la définition d'un data center. Bon, data center est une installation groupant des serveurs, des systèmes de stockage, des équipements réseau, désolé, voilà, permettant de collecter, stocker, traiter, diffuser des données à grande échelle. Tout simplement, si vous avez une petite entreprise, pour pouvoir démarrer, bah, tout simplement dans cette entreprise, on a un serveur pour faire des calculs processing, d'accord? On a besoin des postes clients pour pouvoir, c'est l'interface client pour pouvoir lancer l'application ou accéder à Internet ou autre. Et bien sûr, vous devez avoir un stockage que ça doit être soit un disque dur en externe pour toute petite entreprise ou un serveur de stockage ou carrément une baie de stockage. D'accord? Ça, c'est à l'échelle d'une toute petite entreprise. Bah, le data center, c'est la même chose que c'est à grande échelle. D'accord? Si vous avez besoin d'une connexion ADSL ou une connexion de 10 mégas ou 50 mégas ou 100 mégas, ben, il faut savoir que sur les data centers, on a des lignes spécialisées, on a des connexions satellites et bien sûr, on a différentes sources d'énergie, par exemple, ou différentes sources de connexion et autres. Du coup, c'est la même chose, mais à une échelle, on va dire une échelle beaucoup plus grande. D'accord? Je vais même poser une question et vous pouvez répondre. Et moi, j'ai l'habitude d'utiliser des chiffres sur le chat, hein. Juste sur le chat, je poserai la question qui a déjà été dans un data center. Et quand je parle d'un data center, un vrai data center où on a des différents racks ou des équipements de sécurité ou en fait un truc qui fait minimum 1000 mètres, quoi. Si vous avez déjà été dans un data center, vous pouvez me taper le chiffre 5. J'aimerais juste savoir le background des personnes qui sont présentes avec. Ok, on a déjà Jean-Martial, qui est un ami, une connaissance aussi. Il a déjà travaillé avec nous dans d'autres formations, dans des formations. Si c'est aussi, ok. Là, on va dire on a deux personnes qui étaient déjà dans des data centers, ce qui est intéressant. Et bien sûr, pour ces deux personnes, si vous avez des commentaires à rajouter, n'hésitez pas. Hmm. Voilà, on a compris un petit peu qu'est-ce que ça veut dire un data center. Maintenant, ce qu'il faut savoir, c'est qu'on a deux types de data centers. D'accord? On a un data center traditionnel. Ça veut dire c'est un building, un grand building équipé de ressources énergétiques, des
de la climatisation, du grand générateur électrique, de différents racks qu'on voyait sur la photo. D'accord? C'est un data center qu'on crée, qu'on build, qu'on construit spécialement pour ça. Il y a le deuxième type de data center qu'on appelle les préfab, hein, préfabriqués ou modulaires, les data centers modulaires, modular data center. Alors, ça, on utilise beaucoup dans notre région pour information. Et notamment, j'ai déjà travaillé sur des projets dans pas mal de pays africains. Récemment, c'était au Ghana. Et les modulaires data centers, c'est des conteneurs. D'accord? On achète des conteneurs qui viennent installer, équipés et tout. On les rassemble pour créer un data center euh, 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 prêt, tout simplement, sans pour autant investir dans la construction d'un data center. D'accord? Ça, ce qu'on appelle les préfab data centers. Et on a les autres data centers qui sont les data centers traditionnels où ça demande beaucoup de temps pour la création, la construction. Or, pour les préfab, déjà, en termes d'espace, ça prend pas beaucoup d'espace. En termes d'expertise, on n'a pas besoin d'embaucher beaucoup de gens parce que tout est préconfiguré sur mesure pour le client. D'accord? Et il y a bien sûr différents intervenants dans ces technologies. Notamment, il y a Schneider, si vous connaissez Schneider pour l'électricité. Il y a aussi APC. Il y a beaucoup d'autres intervenants. Il y a Vertiv aussi. Il y a beaucoup d'entreprises qui proposent des solutions de type, et notamment, comme j'ai dit, parce que parfois, l'infrastructure, notamment dans notre continent qui est l'Afrique, parfois, on n'a pas l'infrastructure nécessaire pour pouvoir créer un data center. Du coup, on opte pour cette solution qui est sur mesure. Et par exemple, une entreprise, elle a besoin, par exemple, de 5, 10 racks, d'accord? Ben, on va créer une solution sur mesure qui contient des racks avec, je sais pas, avec une trentaine, quarantaine de serveurs, avec la ventilation, euh, les générateurs électriques et tout est préconfiguré. Je crois que j'ai quelques photos, voilà. Là, ici, quelques exemples de data centers préfab ou préfabriqués ou modulaires, vous l'appelez comme vous voulez, qu'on voyait sur la première photo ici. Voilà, ça, c'est un conteneur, tout simplement, qui contient tous les équipements nécessaires pour pouvoir démarrer un data center, à savoir l'électricité ou la ventilation ou tout autre. Là, c'est une solution IBM aussi. Et vous voyez, ça, qu'on peut déplacer. Ça veut dire on trouve des roues ici qui nous permettent carrément de déplacer le data center. Et généralement, on a vu, je crois qu'il y avait une solution sur laquelle on avait ça, je crois, au Maroc. C'est une solution juste pour pouvoir aux étudiants qui n'arrivaient pas qui n'ont pas accès à Internet ou autre, de leur créer tout simplement sans genre conteneur avec des PC et autres. Là, c'est la même chose, mais pour des serveurs, du stockage et des solutions. Les amis, jusque-là, est-ce que ça va? Est-ce que c'est clair? Est-ce que vous me suivez? Il n'y a pas de questions? On continue, hein? On a Bon, pas de questions. Pour moi, c'est une bonne réponse. Alors, les préfabs et les data centers modulaires. Maintenant, les normes de construction d'un data center. En fait, quand on parle de serveur, data center, IT de manière générale, il y a un terme qui revient souvent qui est le uptime. D'accord? C'est un terme très, très important. Alors, le uptime, le contraire du uptime, c'est quoi? C'est le downtime. D'accord? Et par exemple, quand vous optez, vous achetez un serveur ou une baie de stockage ou autre, généralement, ce qu'on fait, c'est que on souscrit une garantie avec le constructeur, quel que soit le constructeur, IBM, HP, Dell ou autre. Et généralement, dans ce contrat-là, on définit le uptime. Mais le uptime, généralement, c'est un truc genre 99,39 ou 4,9 derrière ou 5,9. Ça veut dire 99,99999% de uptime. Ça veut dire que on garantit que ce serveur-là, il va être opérationnel pendant toute une année et il ne peut être en panne ou hors service que pendant 2 heures ou 4 heures sur une année. C'est ce qui fait le 99,9999%. D'accord? Et ce contrat, ça veut dire que si ce serveur-là ou si cet équipement, quel que soit serveur ou stockage ou networking ou autre, si ça dépasse par exemple les 4 heures ou une journée ou 2 jours, euh, en fait, il y a des pénalités à payer pour l'entreprise. D'accord? Alors, le uptime, c'est très, très important. Pourquoi? Parce que il y a une étude, en fait, il y a même un site web
je ne sais pas si on a le temps de vérifier, de checker sur Internet, en fait, qui fait transformer ou convertir le temps, le downtime. Ça veut dire le downtime, c'est le temps où le serveur tombe en panne jusqu'à la réparation. C'est pas la réparation que le serveur elle démarre, mais non, quand l'application reprend le service. D'accord? Et il y a une étude qui a été faite que, par exemple, on a une banque, d'accord? Et le serveur qui permet de faire le transfert d'argent tombe en panne pendant 2 heures. Alors, il faut savoir que pendant 2 heures, l'entreprise elle doit perdre autant d'argent. Ça doit être des millions de dollars, d'accord? C'est pas le même impact pour un downtime, par exemple, pour une entreprise qui fait, je ne sais pas, le design où il fait les jeux le gaming ou autre. D'accord? Ça veut dire que le uptime euh, ou le downtime, l'impact de downtime pour une entreprise, il varie dépendamment du secteur d'activité de l'entreprise. Il y a une étude qui a été faite sur ça et en disant, voilà, par exemple, si vous êtes dans ce secteur et votre service tombe en panne, d'accord? Là, vous risquez de perdre tel million de dollars. Parce que là, ça se compte par des millions. Il faut imaginer, est-ce qu'on peut se permettre, par exemple, qu'une bourse comme le Wall Street, que leur système tombe en panne, même pour quelques secondes. Pour les quelques secondes où le système ne fonctionne pas, il faut imaginer que ça doit coûter à l'entreprise de millions et millions de dollars. Du coup, l'idée derrière le data center, c'est qu'elle utilise des technologies qui font que jamais ce service ne doit tomber en panne. Parce que ça doit être critique pour l'entreprise. Et vous avez un serveur de Exchange, par exemple. D'accord? Alors, une entreprise, une toute petite entreprise qui utilise l'email, parce que l'email, c'est un truc qu'on utilise chaque jour maintenant. Alors, quand votre email tombe en panne, c'est que vous ne pouvez pas envoyer des emails, vous ne pouvez pas recevoir des emails. Ça veut dire que vous ne pouvez pas envoyer de factures, vous ne pouvez pas recevoir de bons de commande. C'est une perte d'argent pour l'entreprise. Alors, dépendamment du secteur d'activité, ça doit tout simplement causer une perte d'argent. Et du coup, cette notion downtime, uptime est très importante, quel que soit un serveur ou stockage ou autre, on va en parler souvent, vous allez toujours entendre ce terme downtime et uptime. Et les data centers, ils sont faits que le service ne doit pas s'arrêter. Ça veut dire, quand vous optez pour de mettre votre serveur email dans un data center, vous êtes sûr que votre serveur ne va jamais tomber en panne. Ça veut dire que votre service ne va jamais tomber en panne. Mais le serveur, autant que matériel, il peut tomber en panne. Mais il y a des technologies qu'on met à côté qui permettent en fait que le service ne jamais tombe en panne. Comme quoi, par exemple, on peut faire un cluster. Ça veut dire qu'on va utiliser deux serveurs qui vont faire exactement la même chose. Et quand un serveur tombe en panne, l'autre, il va prendre le relais. D'accord? Active, active ou active standby ou autre. Je crois qu'il y a des personnes ici qui connaissent de quoi je parle. Du coup, ces technologies-là, ils permettent en fait que garder le uptime. Alors, le uptime dont on parle ici, c'est pas le uptime que je viens d'expliquer, mais plutôt Uptime Institute, c'est quoi? C'est une organisation. C'est un organisme euh, euh, pas étatique. Comment on appelle ça? C'est un organisme libre, tout simplement, euh, euh, qui, euh, qui permet en fait, ou qui a créé des standards pour pouvoir euh, donner des normes au data center et dire est-ce que ce data center il répond aux normes internationales ou pas. D'accord? Et on peut certifier est-ce que ce data center est, euh, euh, et répond aux normes ou pas. D'accord? Alors cet organisme, il s'appelle Uptime Institute. D'accord? Et ils ont créé tout simplement des certificats. Et les data centers qu'on a partout dans le monde, ils se certifient pour dire, voilà, est-ce que je suis certifié Uptime Institute ou pas? Et en fait, ils ont diversifié, où ils ont donné des caractéristiques ou donné des noms aux certificats. Ça veut dire qu'on trouve des data centers Tier 1, des data centers Tier 2 ou 3 ou 4. Ça veut dire Tier 1, 1 ou 2 ou 3 ou 4. Et si vous êtes dans le domaine de data center, vous allez entendre ce mot. Alors, quand on parle de Tier 1 ou Tier 2 ou Tier 3, ça veut dire que vous respectez certaines normes du data center et vous avez certaines correspondances pour que votre data center, il peut répondre à telle exigence. Et peut-être, par exemple, si un hébergeur, par exemple, souhaiterait héberger des serveurs dans votre data center, il vous dire, est-ce que vous êtes en data center tier 1, 2, 3 ou 4? Parce que ça dit qu'est-ce que vous aurez comme capacité
et notamment sur les failover et la redondance, surtout sur la redondance et le failover. Failover, c'est quand un serveur tombe en panne et on a dit l'autre, il va prendre le relais. D'accord? Et il est très intéressant parce que vous allez trouver même sur leur site, vous allez trouver des formations si vous êtes intéressé par le domaine, vous devez passer en tant qu'administrateur data center ou un designer data center ou autre, vous allez essayer des formations, ça coûte un petit peu cher. Du coup, moi, ce que je vous remonte, c'est assister à notre formation. On fait une formation data center spécialiste, une formation très basique qu'on passe en 2, 3 mois, qui vous permettent en fait de comprendre un petit peu l'environnement des data centers, à savoir un petit peu serveur, stockage de Linux, virtualisation et autres. Ça vous donne un background basique pour pouvoir avancer. Anyway, si vous voulez, on peut voir le site juste pour avoir une idée. Alors, attendez. Uptime Institute. Ça va, les gars, si ça va, vous me tapez le chiffre 5, hein, parce que là, j'aime bien l'interaction avec les gens. Et là, quand je parle, j'ai l'impression de parler à moi-même. Du coup, je préfère qu'on me dise est-ce que ça va ou ça va pas, hein. Comme ça, si c'est très lent, on pourrait accélérer un petit peu. Euh, Institute. Voilà, alors, je vous montre juste le site rapidement, hein, 1 minute, comme ça vous aurez une idée à quoi ça ressemble. Voilà, ça c'est leur site web, hein. Tier Certification, vous voyez. Et là, construction, opération, comment on peut préfab ou modulaire, c'est les serveurs dont on a parlé. Et les Tier Certifications, ce sont les certifications qui sont disponibles pour les entreprises et les data centers qui sont certifiés. Vous pouvez avoir beaucoup d'informations. Voilà, hein, vous allez voir les data centers par certification. Euh, Éducation, voilà, vous allez voir du cours qui vont vous permettre tout simplement d'upskiller votre carrière si vous voulez passer, bien sûr, et être voilà, un data center fondamental. J'imagine ça, c'est la formation de base, c'est une formation d'un jour et généralement toutes les formations en remote. Et généralement, en fait, moi, j'opte pour ces solutions en remote parce que imaginez que dans notre cas, nous, on souhaite avoir maintenant ce même Ramadan Bootcamp, mais en présentiel. Ça va être juste à Casa. Ça veut dire que les gens de Casa qui pourront bénéficier. Même les gens au Maroc, d'autres villes, ils ne pourront pas bénéficier. Maintenant, on peut inviter des gens. Il y a des personnes qui sont enregistrées sur notre événement, qui sont en Europe, qui sont au Canada, qui sont au Maghreb ou en Afrique subsaharienne. Du coup, ça permet de permettre des formations high quality training, c'est très rare. Vous allez trouver que ça va être en présentiel. D'accord? Parce que les experts, ils ont de moins en moins et ça coûte beaucoup plus cher. Oui, il y a quelqu'un qui a posé une question? Bon, ça, c'est un petit peu, en fait, je vous donne le lien sur le chat, comme ça, vous pouvez vérifier par la suite pour avoir une idée sur ce site, elle est très intéressante. D'accord? Maintenant, bien sûr, vous allez trouver que c'est toujours en anglais, et là, c'est une question dont j'en parle tout le temps, hein. Même la présentation, vous allez trouver que ma présentation, à un certain moment, c'est en français, parce que je vais faire en français, mais à un certain moment, ça va basculer en anglais, parce que les termes qui sont en anglais, et l'anglais, c'est une langue technique et c'est pas très difficile, hein. Croyez-moi, les amis, vous pouvez apprendre une anglais technique, ce qu'on appelle le business English, en 2, 3 mois. Vous allez être capable tout simplement de lire un document en anglais ou de pouvoir peut-être assister à un meeting ou animer un meeting ou un training. Peut-être on poserait un jour à faire une formation en anglais pour tout simplement pratiquer un petit peu. Ça nous permet de pratiquer, ça vous permet aussi de pratiquer l'anglais. Alors l'anglais, c'est un truc très très important si vous voulez développer votre carrière en anglais. Et je crois qu'il y a des personnes avec nous qui sont présentes aujourd'hui qui savent ça et qui pourront le confirmer. Alors, voilà, comme on a dit, le Uptime Institute, c'est une organisation reconnue qui fait la classification des data centers en 4 niveaux, ce qu'on appelle des tiers, basés sur la redondance et la résilience de l'infrastructure. D'accord? Bien sûr, il y a autres normes à respecter, qui sont très importantes, c'est l'efficacité énergétique, la sécurité physique, la gestion thermique et la conformité aux réglementations locales. Parce que, bien sûr, les réglementations, elles dépendent d'un pays comme à d'autres. D'accord? Je crois que ça est très clair.
l'énergie, c'est un truc très, très important pour les data centers parce que ça représente la consommation. Les data centers, ils coûtent, et je crois que vous avez vu récemment, je crois, euh, euh, une vidéo qui était un petit peu virale qui parlait tout simplement comment ChatGPT il consomme beaucoup d'eau pour, en fait, pour la nature, quoi. Bah, tout simplement parce que les serveurs, ils sont dans un data center et pour pouvoir tout simplement utiliser ce data center, il y a l'énergie dont on a besoin. Il y a aussi la gestion thermique, la chaleur. Et pour la gestion de chaleur, il y a beaucoup de solutions aussi côté data center, comme ce qu'on appelle liquid cooling. C'est pas de la ventilation par l'air, mais en utilisant des liquides pour pouvoir tout simplement gérer la chaleur, d'accord, au niveau des data centers. Exactement, ouais. Refroidissement liquide. Voilà, on en parlait, hein, parce que nous, on l'appelle liquid cooling depuis toujours. Alors, désolé, on commence à perdre maintenant notre français pour l'anglais. Alors, les tiers, voilà, ça, c'est les différents tiers data center. Comme on a dit, on a tier 1, tier 2, tier 3 et tier 4. D'accord? Alors, sur le tier 1, si vous avez travaillé avec un data center, vous dit qu'on est certifié tier 1. Alors, tier 1, ça veut dire quoi? Ça veut dire aucune redondance. C'est-à-dire, si votre serveur tombe en panne et est tombé en panne, vous avez un downtime automatiquement parce qu'il n'y a pas de redondance. S'il y a un bloc d'alimentation qui tombe en panne, c'est que le serveur il va tomber en panne parce qu'il n'y a pas de la redondance. D'accord? Et là, comme on a dit, les tier 1, elles représentent un uptime. Hein, maintenant, les termes qu'on a utilisés, un uptime de combien? De 99,671%, à savoir 28 heures,8. Ça veut dire que si vous hébergez votre serveur dans un data center tier 1, c'est que ça vous, en fait, ça, on se permet de perdre le fonctionnement de ce serveur pendant plus qu'un jour, 28 heures. Hein, d'accord? Sinon, quand on parle sur un serveur, ou plutôt un data center certifié Tier 4, alors regardez, vous êtes à 99,995%, à savoir 0,4 heures d'indisponibilité annuelle. Ça veut dire que pour vous, et si vous partez sur alors, je veux juste enlever ça un instant. Là, je vois que, voilà. Alors, comme j'ai dit, si vous hébergez, par exemple, votre serveur dans un data center de TIFO, ça veut dire quoi? Ça veut dire que votre serveur, il ne peut pas tomber plus que euh, euh, 40 minutes, hein. C'est ça, hein, 0,14, c'est même pas. C'est un truc genre 25 minutes par an. Alors, si votre serveur tombe en pas plus qu'une journée, c'est que vous avez droit, tout simplement, à demander une pénalité. D'accord? S'il vous plaît, mettez-vous sur mute, hein, parce qu'il y a du son qui vient derrière. Parmi les différences, par exemple, quand on parle entre le tier 3 et le tier 4, là, la redondance complète. N plus 1, ça veut dire quoi? C'est-à-dire, si vous avez un serveur, vous devez avoir un deuxième serveur. C'est la redondance totale. D'accord? Hein. Par contre, le N plus 1 ici, c'est quoi? C'est que j'ai 5 serveurs que j'héberge, c'est mon hébergeur dans son data center. Alors, j'aurai un serveur comme redondance. C'est le N plus 1. Ça veut dire j'ai 4 serveurs, on va me donner un serveur de redondance, par exemple. D'accord? Maintenant, quand on parle de un data center de Tier 4, c'est 2N plus 1. Ça veut dire quoi le 2N plus 1? Ça veut dire j'ai 3 serveurs en production, j'aurai 3 serveurs de redondance. C'est la redondance totale parfaite à 100%. C'est la raison pour laquelle, bien sûr, les data centers Tier 4, ils se permettent de proposer un downtime qui ne dépasse pas 0,4 heures par an. D'accord? Est-ce que vous avez compris, en fait, les normes qui sont utilisées, comment on peut classifier un data center et le mettre en tier 1, tier 2, tier 3, tier 4? Déjà, on a dit qu'il y a un organisme qui permet de classifier en donnant des spécifications, comme vous le voyez, qui notamment sur la redondance et le uptime, la disponibilité et la résilience de notre infrastructure. Bien sûr, il ne faut pas oublier d'autres facteurs très, très importants quand on fait la création ou le building d'un data center, qui sont le facteur énergétique et la dissipation thermique. D'accord?
Et bien sûr, la connexion, le réseau, hein, des connexions satellites, parce qu'il y a sur data, on trouve une connexion satellite, peut-être deux connexions satellites. Par exemple, chez nous, si on veut voir un data center, on va avoir une ligne spécialisée par un fournisseur qui est par exemple Maroc Télécom et une autre ligne par un autre constructeur qui est par exemple Orange. D'accord? Comme ça, si carrément Maroc Télécom ne fonctionne pas, j'aurai automatiquement une autre ligne d'un autre fournisseur. La même chose pour l'électricité. D'accord? On peut avoir une source d'électricité par un fournisseur et une autre source d'électricité par un autre. C'est vraiment la redondance totale sur tous les niveaux. Moi, j'ai donné l'exemple des serveurs, mais quand on parle de la redondance, c'est tous les équipements qu'on a dans notre data center. Un autre élément très important qui est la sécurité. Là, je ne sais pas, pour les personnes qui étaient dans un data center, on a parlé d'un vrai data center, c'est qu'il faut imaginer que avant d'arriver en fait sur un data center, c'est qu'il y a, c'est pas 4, 5, 6 barrières de sécurité. D'accord? Tu fais l'empreinte digitale, je sais pas, peut-être on te prend en photo, on demande ta carte d'identité. euh, et à chaque fois, tu as en fait il y a une vérification différente. D'accord? Et on trouve, il y a les caméras de surveillance, et même sur les data centers, par exemple, je sais pas, celui de Google, par exemple, il y a des personnes qui sont armées, hein. C'est pas de la police, mais c'est de la sécurité vraiment très, 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 très renforcée côté data center parce que là, il y a des millions de dollars qui circulent là-bas. D'accord? Tu passes un virus, ça va être catastrophique pour toutes les entreprises qui hébergent ce data center. Jusque-là, les amis, est-ce que vous avez des questions? Est-ce que c'est clair? Pas de questions? OK, alors on fait vite pour avancer. Alors, les data centers en Afrique. Data center en Afrique, le plus performant, le plus grand, il se trouve à Johannesburg. Il est en Afrique du Sud. D'accord? On l'appelle Teraco Data Center. Et là, la capacité en termes énergétiques, elle est à 200 mégawatts, qui est énorme. D'accord? Qui est énorme. Teraco, c'est parmi les plus grands data centers en Afrique et même au monde, hein. Elle est point d'interconnexion majeur grâce à son service Africa Cloud Exchange et qui connecte directement aux principaux fournisseurs cloud comme AWS, Google Cloud ou bien Microsoft Azure. Alors, plutôt l'Afrique du Sud, généralement, il y a pas mal de data centers qui sont en fait, d'une grande capacité, d'accord, et qui sont très, 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 très performants. Maintenant, en parlant aussi data center en Afrique, le Maroc. Et désolé pour les amis africains qui sont là, on est les leaders, tout simplement. On est les leaders côté data center sur le continent africain. Alors, on n'a pas le plus grand data center, d'accord? Mais on a le plus des data centers certifiés TIER par euh, Uptime Institute, d'accord? Ça veut dire que on est à 23 data centers qui existent ici au Maroc, qui répondent aux installations et aux normes et aux standards internationaux spécifiés par Institute Uptime et qui sont certifiés en dépassant l'Afrique du Sud, qui vient en deuxième, qui ont à peu près, je crois, une vingtaine. D'accord? On n'est pas très loin, mais on a le plus de data centers euh, certifiés au continent. Et là, ce que vous voyez sur la photo, ici, c'est l'université Mohamed VI à Bengri, d'accord? Et ce que vous voyez ici sur la photo, alors là, c'est juste la salle de supervision. J'y étais, j'avais de la chance aussi, pas avec le ministère là, mais j'étais en visite avec un client. Et il faut voir que, par exemple, ce que vous voyez ici, c'est ce grand écran, ça doit faire une vingtaine de grands écrans qui font que la surveillance. Et c'est des trucs magiques parce que, par exemple, il y a des solutions de sécurité où vous voyez en instant T combien d'attaques euh, en cybersecurity partout dans le monde. D'accord? Il y a des choses vraiment, vraiment magnifiques. Et comme j'ai dit, quand on parle à ce niveau-là, en fait, c'est la résilience, c'est la sécurité au top des niveaux. D'accord? Il faut savoir, par exemple, quand on parle des normes, par exemple, ce data center, il est à côté de la ville de Marrakech. D'accord? Alors, je ne sais pas si vous connaissez, mais le Maroc, il a connu un tremblement de terre
l'année dernière à El House et il n'est pas très loin. Le data center, il n'était même pas touché. D'accord? Pourtant, il y a des gens qui étaient morts pas loin, quoi. Et des bâtiments qui étaient détruits, en fait, qui étaient détruits juste dans la région. Alors, côté data center, ça a été, et tous les équipements étaient intacts et il y avait zéro downtime. D'accord? Juste pour comprendre l'importance des data centers et le niveau de sécurité et le niveau de résilience et le niveau de redondance dans ce type dans des types de data centers. Alors maintenant, mon expérience personnelle, moi j'y étais dans pas mal de data centers, notamment bien sûr au Maroc, comme celui, l'UMP6. Hein. Ça, c'est le data center en fait quand on voit de l'extérieur. Ce qui est intéressant, par exemple, dans notre expérience au Maroc, c'est que, par exemple, les choses que j'ai beaucoup aimées, c'est que en fait, j'ai trouvé que, par exemple, on a dit que la chaleur, ça représente un problème, d'accord? Et là, pour les Marocains qui sont présents avec nous, ils savent que dans cette région, il y a, il y a, il y a, il y a, en fait, comment on appelle ça? Il y a Hamna. En fait, Hamna, c'est une région côté Marrakech, d'accord? Où il fait très chaud, d'accord? Et généralement, les gens de la population de cette région-là. Il utilise en fait les buildings, comment ils créent leurs maisons et tout. Il utilise bien sûr de la terre en fait de la même région. D'accord? Et quand, par exemple, parce que ça, c'est vraiment c'est pas en disant dans le désert ou dans des montagnes, on n'a pas de climatisation, on n'a rien. Alors les gens, ils utilisent un certain type de cailloux. D'accord? Qui permettent, en fait, quand vous construisez la maison, ça garde la maison pas aérée, mais elle garde une température fraîche, d'accord, à l'intérieur de la maison sans qu'on n'utilise rien comme climatiseur. Ce que j'ai beaucoup aimé, c'est que ça, c'est très moderne comme data center, mais ils ont pris ces papiers-là, ils ont fait une barrière avec ces papiers-là, enfin, ces papiers avec ces cailloux-là, qui permettent en fait tout simplement de rafraîchir le data center et ça revient en fait sur le coût parce que le coût il est très important dans l'histoire, dans la création d'un data center et le coût énergétique surtout. Hein. Alors, ça permet tout simplement de garder ce data center dans une chaleur inférieure à ce qu'on a à l'extérieur de la région, surtout que la région-là, elle est connue par la chaleur, Migrir, Marrakech et la région. Et les personnes qui sont présentes avec nous, je crois qu'ils pourront confirmer ça. Alors là, ça, c'est ce que j'ai beaucoup aimé euh, par les gens et qui ont travaillé sur le site. On a donné en fait la touche marocaine à ce type de data center. D'accord? Et je crois que les gens maintenant, partout dans l'Afrique, et quand on pense à des tels projets, il faudra, en fait, il ne faut pas partir que sur les normes internationales. Oui, c'est très important d'avoir des standards internationaux, mais utiliser en fait notre savoir-faire et notre culture dans la création, même dans des solutions d'IT. D'accord? Une deuxième expérience, là, c'était en Islande. Alors, en Islande, c'est carrément une autre expérience et c'était magnifique aussi. Il faut savoir que en Islande, il fait très, 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 très chaud, froid, pardon, très, très, très froid. D'accord? Et il y a autant de volcans là-bas. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que par exemple, dans ces data centers-là, il y a pas, il y a pas, il y a pas, ils n'utilisent pas de ventilation. Tout simplement, ils ont mis les data centers dans quelques îles où il fait très froid. Et il suffit juste tout simplement, en fait, d'ouvrir en fait, euh, le data center. On utilise, bien sûr, c'est très scientifique, mais il utilise la chaleur, ou plutôt le froid qu'on a dans la région pour pouvoir refroidir les serveurs. Ce qui veut dire que tout un data center il coûte zéro dirham ou zéro dollar en fait, en coût énergétique pour refroidir tout simplement les serveurs, ce qui est un impact énorme. Et d'ailleurs, c'est la raison pour laquelle il y a beaucoup d'entreprises qui sont maintenant en train de créer des data centers dans la région nordique, à savoir, bien sûr, l'Islande, Norvège et tous les pays là où il fait très, très froid. La deuxième des choses aussi, c'est que, comme j'ai dit, en fait, moi, j'aime bien quand les gens ils utilisent des ressources de la région là où on habite pour pouvoir tout simplement innover et créer des solutions qui répondent à des besoins critiques pour la création de data center. Alors là, en parlant en fait, de l'énergie,
ils ont pris, parce qu'il y a autant de volcans, alors, euh, les volcans, bien sûr, vous savez, c'est pas qu'il y a des sortes de puits qui sortent avec, comment on appelle ça? C'est de l'énergie hydraulique, d'accord? C'est c'est de la chaleur qui sort de l'eau volcanique. Ils ont utilisé ça pour générer de l'électricité. Alors, ça coûte 0 $ pour pouvoir tout simplement ventiler, pour pouvoir euh, dissiper la chaleur à l'intérieur d'un data center et encore plus utiliser l'énergie hydraulique pour pouvoir tout simplement alimenter le data center. Chose qui est très, très importante et c'est un atout très important pour les investisseurs des data centers, en fait, voilà, de se baser dans ces pays-là pour pouvoir créer des data centers. Et bien sûr, la troisième expérience était en Emirates. En Emirates, c'est de l'argent, tout simplement. Les entreprises, ils sont riches. Les toutes dernières technologies que vous pouvez imaginer sont là. D'accord? Les gens, ils s'en foutent. Généralement, quand on travaille avec des clients, voilà, ils font des calculs au dollar près. Là, on est ouvert tout simplement aux technologies. Voilà. Euh, je sais pas s'il y a quelqu'un de vous, il a été à Jaitex euh, en Afrique. Moi, j'ai été au Jaitex en Afrique, c'est à Marrakech, et le Jaitex à Dubaï. Je vous dis que ça n'a rien à voir. D'accord? Parce que là, quand tu visites Jaitex, je ne sais pas si vous connaissez Jaitex, les gars. Alors, c'est un événement, voilà. C'est un événement tout simplement qui regroupe tous les intervenants du secteur technologique en Afrique. Bah, à Dubaï, tu vois, des motos qui survolent, quoi. Bon, il y a beaucoup de choses, hein. Il y a beaucoup de choses, ça n'a rien à voir. Du coup, quand on a l'argent, on peut investir. On peut investir dans la technologie. Et les gens, ils ont les moyens pour investir dans les technologies, notamment, on parle de AI maintenant. Le business là-bas en termes d'IA, voilà, c'est des trucs extraordinaires. Bon, ça, c'est juste mon point de vue par rapport à mes expériences. En fait, j'ai visité pas mal de data centers, petits, des grands et autres, mais j'essaie juste tout simplement de partager avec vous ma petite expérience pour comprendre comment ça fonctionne. Alors, il est quelle heure déjà? Bon, il est 23h20. Alors, bon, en conclusion, les data centers jouent un rôle crucial dans l'économie numérique et leur développement en Afrique, et essentiellement pour soutenir la transformation digitale de continent. Pardon. Ça me fait toujours mal quand je parle avec un client qui utilise. euh, les gars, je vais être franc avec vous. Il y a des gens actuellement, il y a des clients avec qui tu parles qui utilisent la virtualisation et qui sont toujours sur la version UXXIL 5.5. Moi, j'ai passé la certification Visfi 5.5, je crois, il y a combien? Il y a une quinzaine d'années, ou je sais pas, un truc du genre. D'accord? Le système, il est out of support, out of live, out of service, tout ce que vous imaginez. Le jour où vous aurez un problème, vos données, votre argent, vos business sont perdus, tout simplement. Alors, transformation digitale, ça devient très, très important. Sinon, vous allez être ouvert aux arnaques, aux attaques, au ransomware. Tout ça, si vous n'êtes pas sécurisé. Et malheureusement, il y a beaucoup de travail à faire à ce niveau, notamment dans nos pays africains, comme j'ai dit, maghrébins ou subsahariens. Aussi, un truc très important, la souveraineté numérique. Et là, on parle maintenant, vous savez que les guerres qu'il y a maintenant entre la Russie, les États-Unis et les autres pays, les grands pays, hein, il y a une guerre numérique aussi. D'accord? Les données qu'on peut voler, les données qu'on peut attaquer, les entreprises qu'on peut bloquer. Alors, il faut imaginer qu'est-ce que ça peut créer, hein. Maintenant, en 2 clics, on peut bloquer carrément une banque si la banque n'est pas bien protégée. Alors, la souveraineté numérique des pays africains en garantissant l'hébergement local, et c'est ça, c'est très important. Imaginons que si on n'a pas les data centers nécessaires pour tout simplement pour héberger nos données. C'est ce que le Maroc ce qui est en train de faire et d'autres pays comme l'Afrique du Sud. C'est que si vous faites pas là, en fait, ces données, vous les protégez pas chez vous, vous aurez besoin de quelqu'un qui va protéger vos données. Alors, qui est ce quelqu'un? Ça doit être l'Europe ou ça doit être les États-Unis. Et quand ces pays-là, ils ont vos données,
bah, il faut imaginer qu'est-ce qu'ils peuvent faire ces gens-là si vous êtes en désaccord un jour avec ce gouvernement. Alors, pour votre souveraineté numérique, toutes tous les pays doivent tout simplement créer leur propre data center pour tout simplement pouvoir protéger leurs données et les données de tous leurs citoyens. Parlons maintenant, je sais pas, vous êtes bien, on continue ou vous préférez qu'on arrête là? Parce qu'il y a beaucoup, on va partir à la partie infrastructure. Ça va nous prendre quand même, je sais pas combien, une autre 1 heure, je crois, ou un truc du genre. Vous me dites, les gars, est-ce que vous préférez qu'on continue sur l'infrastructure ou on laisse pour une autre session? On est déjà sur 1 heure maintenant. Alors, si vous êtes prêts, on continue. Si c'est idée, on continue. Les autres, alors, si vous voulez continuer, vous tapez le chiffre 5. Si vous voulez qu'on arrête là, vous tapez le chiffre 7, s'il vous plaît. 5 ou 7. 5, vous continuez. 7, on arrête. OK, bon, la majorité sont d'accord pour continuer. Alors, on va continuer parce que ça, on va parler d'autre chose, hein. Et là, on va en parler un petit peu de l'infrastructure dans les data centers. D'accord? Euh, Alors, il y a une architecture dont on parle souvent qui est de three tiers architecture. Ça n'a rien à voir avec les tiers sur les data centers, tier 1, tier 2, tier 3, tier 4. Non. The three tiers, c'est les trois couches qu'on a dans un data center qui est compute, storage, network. OK. Ou bien présentation, comme on a ici, présentation client, c'est le post client, compute qui est par le serveur et les données qui sont généralement dans un data center. Dans une entreprise, une toute petite entreprise, moi j'essaie de donner toujours l'exemple d'une petite entreprise pour mieux comprendre, c'est qu'on a un utilisateur qui a un PC portable qui va accéder à une application pour lancer une facture. Généralement, cette application de facturation, il se retrouve sur un serveur. Et bien sûr, les données qu'on a sur ce serveur, ils sont stockées sur une base de données, sur une baie de stockage. D'accord? Du coup, quand on parle de three-tier architecture, généralement, c'est le compute. Alors, quand on parle compute, c'est puissance de calcul, et qui est généralement un ordinateur ou un serveur, d'accord? Le stockage, et bien sûr, tout est relié avec le réseau, le networking, pour assurer une performance, évoluité, résilience des systèmes d'information. C'est un tout système d'information pour une petite entreprise. La même chose sur les data centers, c'est ce que ça change. Par exemple, ce qu'on va ajouter sur un data center, c'est qu'on peut rajouter, par exemple, le backup, qui est tout simplement des robots de sauvegarde, soit sur bande, ou des appliances avec différents disques pour pouvoir stocker les données. Sur les data centers, on n'a pas parlé aussi d'une chose, c'est que généralement, et là on parle des tiers aussi, c'est que on part d'un site principal, de main site, d'accord, le site principal, et on parle aussi de DIA site, qui est le remote site, qui est le site tout simplement de secours. C'est-à-dire, si jamais tout un data center tombe en panne, en quelques minutes, on peut démarrer un autre data center avec les mêmes performances, d'accord? Ce qu'on appelle the DR and the main site. So, ça aussi, c'est parmi les technologies qu'on trouve pour pouvoir assurer la redondance et la performance d'un data center. D'accord? Et bien sûr, ces deux data centers ils sont liés par des lignes spécialisées. Oui, la réplication peut être une solution euh, euh, disaster recovery. Quand on parle de disaster recovery, c'est une solution de secours. Maintenant, cette solution de secours, il y a plusieurs paramètres à prendre en considération. D'accord? Le RPO, ouais, le temps de la reprise. Parce que quand on parle de réplication, est-ce que c'est une réplication en temps réel? Synchro ou asynchro ou asynchronisé. Alors, synchro, c'est que quand je vais copier une donnée entre les deux sites, c'est que je, en fait, le knowledge, ça veut dire que je vais écrire sur un site A, d'accord? Il va écrire sur l'autre site A. Après de passer, avant de passer au B, c'est-à-dire les deux sites, ils doivent confirmer que l'information A, elle a bien été écrite sur les deux sites, d'accord? Ça, ce qu'on appelle des synchros, c'est-à-dire que vraiment, en cas de perte d'un site, on a toutes les données sur l'autre site, d'accord? Euh, ou asynchro, c'est que, par exemple, entre le premier site et le deuxième site, on peut se permettre, par exemple, de perdre 5 ou 10 minutes de données entre les deux sites. D'accord? Ce qu'on appelle le RTO et le RPO, c'est bon,
C'est tout un autre, une autre discussion par rapport à comment sauvegarder les données sur, en fait, et les stratégies pour pouvoir sauvegarder les données. Il faut savoir que ça aussi, ça existe quand on parle de data center pour pouvoir tout simplement garder la redondance des données entre les deux data centers et les deux sites. Oui, comme sur le RAID, c'est local, exactement. Sauf que là, on parle de deux sites. Alors, pour pouvoir stocker les données sur deux sites, il y a beaucoup de paramètres à prendre en considération. Par exemple, le latency, latence entre les deux sites. D'accord? Pour pouvoir, par exemple, si les deux sites ils sont à 20 km de distance, ça va être pas très facile de écrire A, écrire sur le site et revenir pour écrire B, ça va prendre plus de temps. Alors, il faut assurer une certaine performance, une ligne bien spécialiste pour pouvoir tout simplement assurer cette redondance de données. Voilà, exactement, la distance. Yes. Alors, compute, quand on parle compute dans un data center, on parle serveur, tout simplement. D'accord? On parle serveur. Euh, c'est quoi un serveur? Alors, quand on parle d'un serveur, là, on voit l'image d'un serveur Dell. Alors, c'est quoi un serveur? Un serveur, c'est un ordinateur, tout simplement. Un serveur, c'est un ordinateur. Maintenant, cet ordinateur-là, il a deux caractéristiques. La première, j'aime bien l'appeler un super ordinateur, supercomputer. Pourquoi? Parce que si on a un processeur de 4 corps, de 8 corps sur en fait, sur un ordinateur standard, d'accord? On va trouver 2 CPU, 4 CPU, 8 CPU, ça veut dire 4, 8 processeurs sur un serveur, d'accord? Du coup, en termes de ressources, on a énorme. Par exemple, moi, sur l'ordinateur sur lequel je travaille actuellement, j'ai 32 gigas de RAM. Et il reste quand même un ordinateur assez puissant. Maintenant, sur un serveur, on trouve 1 Tera, 2 Tera, 12 Tera de RAM. Alors, quand on parle d'un serveur qui a 12 Tera de RAM, c'est 12 000 gigas de RAM. Hein, en comparant avec les 32 gigas pour mon ordinateur assez puissant, c'est rien. Du coup, c'est un supercomputer. D'accord? Euh, euh, la deuxième des choses, c'est le rôle. Pourquoi on a besoin d'autant de ressources sur un serveur? Bah, tout simplement parce que c'est un serveur. Hein. Euh, comme le terme linguistiquement parlant, ce serveur-là, ce matériel, il sert d'autres euh, utilisateurs qui sont les postes clients. D'accord? Je ne sais pas si on revient ici. Par exemple, là, c'est le client. Si le client souhaite envoyer un email, d'accord, il va contacter le serveur. C'est-à-dire le serveur, il est au service du client pour pouvoir envoyer un email. C'est son rôle qui est un petit peu différent. D'accord? So, it's a service provider. Il permet de servir, ça veut dire il donne un service. D'accord? La deuxième des choses, pour pouvoir donner ce service-là, il faut être très puissant en termes de performance, mémoire, CPU, disque et tout. Et aussi, on inclut beaucoup de technologies qui permettent d'éviter que ce serveur-là tombe en panne. Et là, on revient à notre première notion qui est le uptime. C'est-à-dire le serveur, il doit être tout le temps allumé. Le serveur, c'est pas un ordinateur qu'on termine le travail et on arrête. Non. Le serveur, c'est une machine qui doit être allumée 24 heures sur 24. C'est une machine que on ne peut pas se permettre qu'elle tombe en panne plus que quelques heures par an. D'accord? Ce qui fait que c'est un élément très important. Pourquoi? Parce qu'il rend un service. Et le plus important, c'est pas le serveur en lui-même. C'est un matériel. C'est la mémoire, c'est des CPU, c'est du stockage. C'est quoi le plus important dans l'histoire? C'est le service qu'il nous donne. Ça veut dire si ici, ce serveur-là est un serveur Exchange, d'accord? Et si mon Exchange tombe en panne, comme on a dit tout à l'heure, on ne peut pas envoyer d'email, ça veut dire on ne peut pas envoyer de facture ou de bon de commande ou quoi que ce soit, c'est qu'on est en train de perdre l'argent. Et là, comme j'ai dit, quand ce serveur tombe en panne, ça va commencer à coûter de l'argent pour l'entreprise. D'accord? Du coup, il faut établir des technologies qui permettent à ce serveur de ne jamais tomber en panne. Comme quoi? Comme les technologies hot plug. Ça veut dire déjà la redondance. Quand on a un serveur, généralement sur un ordinateur standard, on a un seul bloc d'alimentation. D'accord? Sur un data center, ou plutôt sur un serveur, on a deux blocs d'alimentation pour assurer la redondance. D'accord? Le hot plug, c'est que quand le bloc d'alimentation tombe en panne, on peut le sortir à chaud. D'accord? Quand un disque tombe en panne, on peut le sortir à chaud. Le RAID,
quand notre ami parlait de RAID, c'est que les données sont copiées sur différents disques à la fois. Et quand un disque tombe en panne, il n'y a pas de problème. Le serveur il continue à fonctionner parce que les données elles sont copiées sur différents disques à la fois. Est-ce que tu peux parler de la différence entre un socket et un corps au niveau du CPU? Oui, je crois qu'on a un slide qui parle de ça. On va voir quand on va y arriver. Oui, oui, on peut en discuter. Si. Anyway. So, les technologies qu'on a sur les serveurs, ils permettent que ce serveur ne tombe jamais en panne. Mais il y a toujours ce qu'on appelle the single point of failure. Il y a toujours un point où si ça tombe, le serveur tombe en panne. Par exemple, on ne peut pas avoir de carte mère. Si la carte mère crame, le serveur il va tomber en panne. Si c'est bloc d'alimentation, pas grave. Une barrette mémoire, pas de souci. Un disque, pas de problème. Mais si la carte mère qui crame, on perd le serveur. Dans ce cas-là, qu'est-ce qu'on fait? Bah, on parle à une autre technologie. Comme j'ai dit, on a du cluster. C'est-à-dire que ce sont deux serveurs qui font exactement la même chose à la fois. Et si les deux serveurs tombent en panne, ça veut dire tout le site tombe en panne. Qu'est-ce qu'il va faire? Ben, on a d'autres solutions dont on a parlé qui est le disaster recovery, ça veut dire les solutions de secours où tout le building tombe en panne. On a carrément un autre data center qui fait exactement la même chose qu'on peut allumer. Il y a des solutions, et bien sûr, ces solutions-là, ça doit coûter très cher en termes d'infrastructure parce qu'il faut avoir un autre data center ça doit coûter beaucoup d'argent. Et aussi des solutions software. Par exemple, pour VMware, ils ont un truc qui s'appelle le Site Recovery Manager qui permet effectivement voilà, en fait, de copier les machines virtuelles en temps réel entre deux data centers. Et ça coûte de l'argent pour les entreprises. Alors, on était là, on a parlé un petit peu du serveur. On a dit il peut héberger des applications, stocker des fichiers, gérer des bases de données ou assurer des fonctions de communication et de sécurité. Alors, les types de serveurs, on part des serveurs rack. Alors, les serveurs rack, c'est quoi un rack? Un rack, c'est l'armoire, tout simplement. Quand on parle rack, c'est l'armoire. Et les serveurs rackables, ce sont des serveurs qu'on met dans l'armoire. D'accord? Alors, ce qu'il faut noter, c'est que le serveur, par exemple, parmi les caractéristiques que vous n'avez pas trouvées dans l'ordinateur. Voilà. Par exemple, dans un data center, on ne va jamais trouver une carte de son. Il n'y a jamais, quand vous démarrez Windows, il n'y a jamais le son Windows. Hein. Je ne sais pas si vous avez déjà remarqué. Il n'y a pas de son. Vous ne pouvez pas mettre de la musique sur un serveur. Pourquoi? Parce que le serveur, il est fait pour qu'il soit mis dans l'armoire et fermé à clé. Tout simplement. C'est qu'à servir, donner un service. D'accord? Pour une application. Euh, la carte graphique, elle est très médiocre. Hein. Vous ne pouvez pas tourner une vidéo en HD ou autre. Mais elle est puissante en termes de mémoire et CPU, c'est-à-dire le calcul. Elle calcule les choses, il fait des calculs très importants. Et même, pardon, et même les GPU. On entend parler que sur un serveur, on a des cartes GPU, les cartes graphiques. Alors, ces cartes graphiques, leur fonctionnement, c'est pas de pouvoir lancer euh, un gaming sur le serveur. Non, ces GPU, ils sont faits pour pouvoir calculer, en fait, faire un certain type de calcul que le processeur standard ne permet pas de faire. Ou plutôt, ça lui demande beaucoup plus d'efforts pour les calculer. Du coup, les GPU, ils sont dotés d'un processeur qui permet de faire des calculs, notamment les calculs graphiques. Je dis n'importe quoi. Maintenant, on parle, il pleut depuis une dizaine de jours à Casablanca. Comment on fait? Ça, c'est tout simplement, il y a des serveurs qui font des calculs de la météo. D'accord? Euh, alors, ces calculs, ils sont plus simples à utiliser avec des serveurs qui ont des GPU, tout simplement. Dans l'armée, par exemple, quand vous voulez envoyer un missile, par exemple, pour attaquer c'est pas une base, bah, tout simplement, ces calculs ont besoin, ces trajectoires, ils sont mieux calculés sur des serveurs qui sont dotés de GPU parce que ça leur permet de bien calculer les choses. D'accord? Alors, les GPU, ils sont utilisés pour calculer, mais pas pour le HD ou autre. C'est plus pour le calcul. Ça reste dans le compute. D'accord? Alors, ces serveurs à câble, on les mesure par unité. Hein. Par exemple, ce serveur-là, il est à 1 U, 1 unité. Alors, 1 unité égale à 4,4 cm. Ça veut dire que ce serveur-là, sa taille, là, elle est de 2 U, ça veut dire qu'elle est à 8,8 cm. Il y a des serveurs à 4 U. La même chose pour les baies de stockage, pour les switch network. Alors, comment on calcule
tout simplement, moi, je veux savoir, j'ai besoin de savoir combien de racks je vais acheter, ben, je calcule le U. Là, ce rack, par exemple, il est de 42 U. Ça veut dire que ce rack-là, il peut supporter 42 serveurs de 1 U. Ou bien il peut supporter combien? 21 serveurs de 1 U. D'accord? Et là, pour les serveurs à 4 U, voilà, vous divisez par 4. Maintenant, il n'y a pas que ça à prendre en considération parce que ce rack, il est doté de PDU, d'accord, qui sont des rallonges d'électricité, d'accord. Alors, il y a un nombre de ports qu'il faut calculer, le network, les switches qui vont être ici qu'il faut calculer, et surtout l'énergie. Par exemple, là, les blocs d'alimentation à 1000 watts ou à 2000 watts, il faut faire un calcul, c'est un sizing qu'on fait pour savoir généralement combien ce rack il peut supporter de serveurs. Maintenant, globalement, par règle générale, on va dire que 50-60% de l'espace du rack qui peut être utilisé. Ça veut dire que, par exemple, si on est sur 42 serveurs 1U, là, généralement, réellement, si moi, je veux, par exemple, donner une solution à un client, je vais partir sur 50%, à savoir, là, je peux mettre ici 21 serveurs 1 unité. D'accord? Mais bien sûr, il faudra toujours calculer surtout, euh, en fait, le power, surtout l'énergie, parce que c'est très important. Il faut savoir que, par exemple, comment ça a changé, le AI, on parle beaucoup de l'IA et des AI. Alors là, les serveurs, les nouveaux serveurs qu'on met pour le AI, ils supportent, par exemple, le 8 GPU. Alors, 8 GPU, et en fait, là, actuellement, sur un rack, on peut mettre un seul serveur 4U, même si on a de l'espace. Il n'y a pas de problème, l'espace, on en a. Maintenant, le rack, il ne peut plus répondre en termes énergétiques, en termes de power, pour pouvoir alimenter ce serveur avec le 8 GPU. Alors, les nouveaux serveurs de l'IA, tout simplement, ils consomment beaucoup d'énergie. Alors, la question énergétique, elle est très, très importante pour quand on parle de l'environnement data center. Alors, Hicham dit, j'ai payé un accélérateur graphique qui vient d'aider le CPU pour faire des calculs et virtualiser des applications PC Workstation, VDI, et voir aussi le traitement CAO et DAO ou même IA pour faire l'LLM ou fine-tune. Exactement ça. Les HPC aussi, ouais. Désolé parce que je commence à parler, j'oublie de voir les commentaires. Oui, alors exactement. Alors pour parlant de mining, le minage, d'accord, de crypto-monnaie, là quand j'étais en Islande, il y avait effectivement des clients qui hébergeaient des serveurs là-bas pour justement pour le mining, d'accord? Ok, super. Bah voilà, je crois que vous êtes du domaine et vous comprenez de quoi il s'agit. Du coup, tant mieux. Ça veut dire que ça nous aide. Alors, on va continuer. Bon. On avance, les gars. Alors, les serveurs tours, c'est exactement comme les autres. Maintenant, l'avantage des serveurs tours, c'est que on a plus d'espace pour mettre les cartes, par exemple les GPU ou les cartes réseau ou autres, parce qu'on a de l'espace. Ils font moins de bruit, hein. Du coup, on peut les mettre, par exemple, dans un bureau. D'accord? Hein. Si, par exemple, on est une petite entreprise, on n'a pas une salle serveur dédiée, parce que pourquoi on fait une salle serveur dédiée? Parce que pour le bon fonctionnement d'un serveur, il faut que les conditions soient optimales, notamment la température. La température idéale pour mettre un serveur, c'est 18 degrés, généralement, plus ou moins. D'accord? Maintenant, on ne peut pas mettre 18 degrés dans les salles de travail. Maintenant, ces serveurs-là, ils sont faits pour tout simplement être moins bruyants, parce que aussi, ils font du bruit. Pour pouvoir ventiler les serveurs rack, c'est que les ventilateurs font autant de bruit et bien sûr pour la chaleur. Alors ces serveurs-là, généralement, ils supportent d'être dans un environnement qui n'est pas rackable. Néanmoins, il y a des serveurs qu'on peut tout simplement convertir. Ça veut dire, par exemple, ce serveur qu'on est en train de voir là, c'est un serveur qu'on peut mettre autour, d'accord, voilà, dans un bureau, comme on peut tout simplement faire en fait un adaptateur qui va vous permettre de le racker dans le rack. D'accord. Ça, c'est une vue globale d'un serveur. On voit ici les blocs d'alimentation. Voilà, deux blocs d'alimentation de 100 000 watts. Alors là, le bouton en jaune que vous voyez ici, c'est un bouton qui vous permet tout simplement d'éjecter le bloc d'alimentation à chaud. D'accord? Ce qu'on a parlé du hot plug. La technologie, tout simplement, hot plug, c'est de pouvoir débrancher, rebrancher à chaud les composants. La même chose pour
les disques. Alors, par exemple, pour ce disque-là, vous, le bouton rouge, quand vous appuyez là, bah, tout simplement, il y a l'onglet qui va sortir et ça vous permet de tirer le disque et le changer à chaud. Alors, ça, c'est une vue interne d'un serveur. Alors, là, il y a Moussa qui parlait des sockets. Là, par exemple, ce serveur-là, il a deux sockets. D'accord? Ça veut dire que, qu'est-ce que ça veut dire deux sockets? Ça veut dire que là, on peut mettre jusqu'à deux CPU. Hein, deux CPU, on peut les mettre sur ce serveur. Maintenant, vu que la technologie avance, ces serveurs maintenant, ils sont dotés de plusieurs corps. D'accord? Et le corps, il représente l'équivalent quand vous êtes sur Windows, un corps égale à un CPU. Ça veut dire que si vous avez un processeur de 12 corps, ça veut dire que vous allez voir 12 CPU différents. D'accord? Or que réellement, ce sont deux corps dans un seul processeur qu'on va mettre dans un seul socket. Ça, c'est le socket. D'accord? On trouve des serveurs de un socket, deux sockets, quatre sockets, et il y a même des constructeurs qui proposent des 8 sockets. D'accord? Alors, ça, c'est question socket, core, CPU. C'est clair, Moussa, ou ça demande plus de... Ouais, OK. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Voilà. Bon, d'ailleurs, on en a ça. Voilà. Ça, c'est le socket où on peut mettre le processeur. Et ça, c'est la carte mère qui est dotée de deux sockets. Voilà. Pour les CPU, alors on trouve bien sûr généralement des processeurs AMD ou des processeurs Intel. D'accord? Il faut noter que, bien sûr, on a dit que le serveur est un supercomputer. Du coup, par exemple, pour les processeurs, en parlant de processeurs, par exemple, maintenant, actuellement, c'est Intel, on a un processeur qui peut supporter jusqu'à 60 corps. D'accord? Alors, si on a deux sockets, un serveur à deux sockets, ça nous fait à peu près 120 corps. Et en utilisant des technologies comme l'hyperthreading, ça va nous donner le double en processeur virtuel, quand on va parler de virtualisation et autres. D'accord? Alors, c'est énorme. Ce qui permet de faire un processeur actuellement, ça, on le faisait par cinq serveurs, quoi. D'accord? C'est travailler 5 serveurs auparavant. Maintenant, côté AMD, ils sont les derniers processeurs AMD, ils sont à 96 corps. Et les conteneurs aussi, oui. Alors, 96 corps, les amis, pour AMD par socket. Alors, il faut imaginer, les deux sockets, ça vous fait 200 corps. Avec les pair trading sur un serveur, vous allez monter jusqu'à 400 vCPU pour les gens qui travaillent avec la virtualisation. D'ailleurs, vous allez avoir demain une session sur la virtualisation. Et bien sûr, ça va être avec Hotman et ça va être une très, très bonne session. Je vous encourage vivement à y assister, hein. Ça va être plus intéressant que je suis en train de proposer. Pour la mémoire, alors on trouve des barrettes mémoire de 512 Go. Hein. Alors, et sur les cartes mères actuelles, on part à 32 corps. Alors, il faut imaginer, par exemple, si on est, je vais partir sur 256 gigas par barrette fois 32 slots, qui est le slot de mémoire par carte mère, ça nous fait 8 Tera. 8 Tera de RAM, facilement, vous pouvez l'atteindre sur un serveur. 8000 gigas de RAM, or que, bien sûr, moi, je fais de configuration à 12 Tera de RAM. 12 000 gigas de RAM, ce qui est énorme. Les blocs d'alimentation, comme j'ai dit, c'est du hot plug, comme vous le voyez ici. Ça demande, ça se branche. On peut les gérer à distance. On peut updater le firmware, pouvoir corriger s'il y a des erreurs. Il y a beaucoup de choses. Le load balancing, comment on gère les deux blocs d'alimentation? Est-ce qu'ils fonctionnent tous les deux à la fois? Ou bien est-ce qu'on part sur active standby? Il y a beaucoup de choses à faire côté serveur. D'ailleurs, je ne sais pas si vous l'avez remarqué, mais on va faire une formation 100% serveur. Il n'y a que serveur. Je sais pas, d'ailleurs, il y aura une autre lab ici qui a parlé de Blade. Euh, Sylvestre? Non, c'est. Bon, ça, c'est un serveur Blade, by the way. Hein. Je sais pas si vous pouvez voir. Voilà. Ça, c'est le disque qui est en hot plug, hein. On peut démonter, monter à chaud, tout simplement. Bah, ça, c'est une configuration Converged. D'accord? Ça fait partie de mon lab. Il y a aussi du bloc d'alimentation. Bon, pour caméra, il est fixé. Je ne vais pas trop bouger. Je pourrais connecter mon téléphone après vous montrer, mais j'ai
Le serveur, tout ça, on a l'app et on va faire une formation dédiée 100% serveur qui va être certifié. Je ne sais pas, vous connaissez la certification pour les serveurs, on appelle CompTIA Server Plus. C'est parmi les premières certifications que j'avais faites il y a quand même plus qu'une dizaine d'années, 15 ans, je crois, qui va parler tout simplement tout sur le serveur. Bah, si vous êtes intéressé, hein, vous pouvez contacter. D'ailleurs, elle est sur notre page Training for Less si vous voulez y assister. Et on va parler du serveur vraiment de from zero to hero, comme on dit. Alors, c'est une formation sur plusieurs jours, Ayoub. C'est une formation sur plusieurs jours. D'accord? Ça peut prendre, je crois, un mois, je crois. Ça va faire 4 5 jours de formation. D'accord? Parce que là, c'est pas un workshop comme on est en train de faire, mais plutôt on va partir sur. Oui, il y a une formation sur le cloud qui va arriver bientôt. Et d'ailleurs, on a un workshop sur le cloud. Alors, n'hésitez pas à y assister. Ça va être avec notre ami Lokman qui va vous montrer AWS comment ça fonctionne, il va vous faire des labs et des trucs comme ça. D'accord? Alors, oui, restez sur ça. Alors, maintenant, je sais pas, peut-être je pourrais montrer ça alors, un instant. Parce que j'avais publié ce qu'il y a. Pour les gens qui ne connaissent pas notre page, un instant, je vais vous montrer ça. Parce qu'il y a le groupe African IT Community et il y a notre page où on délivre des formations. Par contre, ici, bon, c'est pas toutes les formations quand même qui sont gratuites, hein. Comme c'est là, par exemple, pour Server Place, c'est 4 jours quand même, c'est 3 week-ends à peu près, hein. Alors, comme vous voyez ici, voilà, ça c'est la formation Comptia Server Place. Ça concerne l'installation et gestion de serveurs, sécurité, récupération après sinistre, virtualisation de stockage, et ça vous donne tout simplement accès pour pouvoir préparer la certification Comptia Server Place qui va vous parler du serveur d'une manière générale. Alors, si vous êtes intéressé, pour les personnes qui sont intéressées, ils peuvent partir sur notre page Training for Less. Et il y a un formulaire aussi à remplir si vous êtes intéressé. Bon, ça c'est juste entre parenthèses. Alors, on revient sur notre slide. Le management. Alors, le management, c'est un truc très, très important. Dommage, mes serveurs ne sont pas allumés. Je pouvais faire une petite démonstration sur sur la gestion. Alors, il y a la gestion in-band, il y a la in-band management et out-of-band management. Désolé, parce que le mot, il est en anglais, hein. Je sais pas, c'est quoi l'équivalent en français. Alors, in-band management, c'est que quand vous avez une application pour gérer le serveur qui s'installe sur l'OS. Out-of-band management est ce qui est le plus utilisé sur les serveurs HP, par exemple, ils utilisent une carte qui s'appelle ILO et Dell ils utilisent une carte qu'on appelle l'IDRAC. Alors, c'est une carte qui a une adresse IP qui vous permet de vous connecter à distance pour pouvoir gérer votre serveur. Là, j'ai quelques images, par exemple, d'une carte IDRAC. Là, c'est l'interface que vous allez tout simplement quand vous accédez. Ça veut dire que même si le serveur ne démarre pas, parce que là, le serveur ne démarre pas avec un message d'erreur. Regardez. F1 to retry boot. C'est que il y a initialement un problème sur le serveur qui n'arrive pas à booter. Et ça, on utilise généralement, là, on utilise aussi au Maroc, beaucoup d'entreprises au Maroc qui utilisent l'infogérance. Alors, l'infogérance, c'est tout simplement des entreprises qui sont basées en Europe, en France ou autre, et dont le support est basé au Maroc. Alors, pour pouvoir gérer ce serveur, tu n'es pas devant les serveurs. Alors, pourquoi? Comment pouvoir y accéder? Bah, tout simplement, il y a des cartes de gestion de management comme l'IDRAC CDL ou IDO qui vous permettent de vous connecter même si le serveur ne démarre pas. Ça vous permet de démarrer le serveur à distance. Ça vous permet de prévoir s'il y a des pannes qui peuvent arriver sur le serveur. Ça vous permet de faire beaucoup de choses. Installer le serveur carrément à distance. Alors, ces cartes-là, créer les raids pour les personnes qui ont parlé du raid, ça vous permet de faire beaucoup de choses. D'accord? Alors, le management, côté data center, on a vu tout à l'heure la salle sur le data center UMP6, la salle de gestion. Il y a des dizaines d'écrans qui permettent de voir tout ce qui se passe sur votre data center. C'est exactement la même chose. Et comment on peut gérer le data center? Comment on peut superviser un data center? Parce que chaque équipement dans le data center est doté d'une carte de gestion, à savoir les serveurs, les baies de stockage, les switches, le tout est doté d'un système de surveillance. Et encore plus maintenant, qu'est-ce qui se passe? C'est qu'on utilise maintenant ce qu'on appelle des engines, c'est des machines virtuelles intelligentes qui utilisent l'IA aussi pour pouvoir prévoir et vous dire, voilà, écoutez, ce serveur-là, sans disque dur, il risque de tomber en panne d'ici là quelques jours. Ou bien ce serveur-là, elle est en termes de capacité, il faudra penser à ajouter du disque ou ajouter de la mémoire ou autre.
Vraiment, c'est des trucs magnifiques que, bien sûr, sûrement on va voir dans notre formation, mais là, je vous donne tout simplement juste aperçu à quoi ça ressemble réellement. L'infrastructure converged. Alors, on a parlé de l'architecture three tiers. Ça veut dire que il y a la partie client, compute, serveur, networking, storage, le stockage. Là, il y a une autre solution qu'on appelle le converged. Je ne sais pas si vous pouvez, ça vous permet de voir. Je sais pas, j'essaierai quand même. J'espère que ça ne va pas toucher caméra. Mais j'ai un système ici. Là, je sais pas si je pourrais vous montrer ça. Ça, c'est un système converged. Ça veut dire quoi, le converged? Voilà, ça, c'est le serveur. Je sais pas, vous arrivez à voir. Là, ça, c'est un serveur qu'on peut tout simplement sortir. Bah, c'est comme ce qu'on voit ici. Le système converged, c'est tout simplement un boîtier. En fait, on avait tout séparé. Sur le three tiers, on avait le stockage, on avait le networking séparé et on avait les serveurs séparés. Et ce qui se passe dans une entreprise, c'est qu'on peut acheter par exemple des serveurs Dell, du network Cisco et du stockage IBM. D'accord? Maintenant, sur le Converse, comme sur ce boîtier-là, on a le tout dans le même boîtier. Comme vous le voyez, je sais pas, est-ce que, voilà, ici. Ouais, par exemple, sur l'écran, sur le slide, vous allez voir que ici, ça, c'est le stockage, les disques que vous pouvez voir ici. Et ça, c'est les serveurs, d'accord? Et bien sûr, généralement, le network qu'on trouve à l'arrière du châssis, on trouve des switches, par exemple. Comme ici, à l'intérieur, voilà, vous allez voir qu'il y aurait des switches. Là, ici, j'ai un switch, je ne sais pas si c'est visible ou pas, mais bon, il faut savoir qu'on a un switch ici. Bah, l'idée, c'est quoi? Tout simplement, l'idée, c'est de vous donner un boîtier qui contient le tout. Alors, qu'est-ce que ça vous permet de gagner, moi, autant qu'en entreprise? Alors, déjà, il faut savoir côté énergétique, c'est que les ventilateurs, ils vont ventiler tous les équipements, à savoir le stockage, le network, et le serveur. D'accord? Alors, le coût énergétique, ça va diminuer. La deuxième des choses, c'est que la compatibilité. Là, maintenant, en utilisant des serveurs Dell, des switches Cisco, des baies de stockage IBM, là, maintenant, vous êtes sûr que tout est compatible parce qu'il est du même constructeur. De trois, si j'ai un problème, j'ai un seul numéro de téléphone à appeler. Je ne vais pas appeler, parce que généralement, si on ne sait pas le problème, tu dois appeler Cisco, IBM, IDEC. Alors là, j'ai un seul numéro de téléphone à appeler. Et aussi, ça réduit le nombre de câblages et tout, parce que là, tout est interconnecté. J'ai pas besoin, le switch, il est interconnecté à l'intérieur avec les serveurs et avec le stockage. Du coup, ça réduit le nombre de câbles. Par exemple, cette solution-là, c'est une solution d'elle qui s'appelle Vertix. C'est quoi? C'est un châssis avec 4 serveurs, avec le stockage et avec le network. Et là, j'ai mon mini data center, 4 serveurs. Je vais utiliser un serveur Exchange, un serveur Active Directory, une base de données et stockage. Et là, j'ai le tout sur un seul boîtier qui contient le stockage et qui contient le networking. Ça c'est l'avantage d'utiliser la solution converged. Et généralement, ce sont des boîtiers comme ça. Mon boîtier, il est petit. Maintenant, on trouve des boîtiers qui contiennent beaucoup plus de serveurs. Et on peut même interconnecter des boîtiers avec d'autres boîtiers. C'est la solution converged. Maintenant, après, sur les data centers, parce qu'on trouve soit les tier 3 tiers ou bien le converged. Après, il y a la solution hyper-converged où là, on fait la virtualisation du stockage. D'accord? Et c'est votre sujet que vous allez voir demain avec Hotman. Généralement, et spécialement, c'était l'hyperconverged. Et d'ailleurs, c'est une bonne suite parce que là, vous allez continuer là où je vais m'arrêter aujourd'hui sur la solution hyperconverged. Voilà. Ça nous fait à peu près 1 heure et demie. On a vu un petit peu globalement euh, le tout sur le data center et autres. Euh, je ne sais pas, est-ce que vous avez des questions? Je donnerai 5 minutes pour te poser des questions. Pas de questions? Je ne crois pas que je suis assez bon formateur que vous avez tout compris. Non, non, attendez, parce que là, entre moi, je vais arrêter ça un instant. Allô? Vous pouvez parler, hein? Oui. Oui, Nabil.
Yes. Alors oui, je trouve le chat. Alors demain, c'est à 22 heures. La question qui se pose pour la formation. Demain, c'est à 22 heures, pas 22h30. Je vous écoute, oui. Bon, moi, je voulais que tu te prononces un peu sur le changement opéré au niveau des VMware par son rachat par Broadcom. Ah, je vais Les- pas les- parler de ça. C'est toi qui parles de ça. Non, est-ce que on a encore ces licences en free Bah qu'on écoute, avait? c'est une bonne question à poser à Outman demain parce qu'il va faire l'hyperconverge sur des VMware. Et il va donner Ok, une réponse très, merci, très spécifique. Nabil. Voilà. Parce que ça démarre lorsqu'on parle de l'hyperconverge, on parle de la virtualisation. Quand on parle de virtualisation, on parle généralement de VMware vSAN. D'accord? C'est la solution qui va être discutée demain par Hotman. Du coup, je ne veux pas jumper, sinon je vais commencer à expliquer l'hyperconverge VMware et pourquoi Broadcom il a acheté VMware et comment ça a été racheté après. Et ça, c'est une discussion déjà politique plus que technique. Je préfère que ça va être une bonne discussion pour demain. Je vous encourage demain à y assister. D'accord? Bon, alors sur ce, les amis, je souhaite de passer une très très bonne soirée. J'essaierai quand même de télécharger le live et le partager pour les personnes et le mettre sur le groupe, comme ça vous pouvez le visualiser, le revisualiser. D'accord? Et je vous donne rendez-vous demain. Je vais être présent avec Otman, juste pour lancer la session. Du coup, tâchez à être là et suivez-nous. Une dernière chose, je vais lancer comment on appelle? Une petite enquête sur le groupe pour dire si vous aimez ou n'aimez pas la session. N'hésitez pas, s'il vous plaît, à pouvoir accéder et juste répondre par oui ou par non. Tout simplement, il n'y a rien, ça prend 10 secondes. On aimerait bien savoir est-ce que ça vous intéresse pour savoir est-ce qu'on continue sur les mêmes sujets ou changer de sujet ou changer de rythme ou changer de formateur ou autre. D'accord? Allez, les amis, euh, je vous souhaite de passer une très très bonne nuit et bon Ramadan et je vous dis à demain. Merci beaucoup.